Bonjour à toutes et à tous, Jean-Pierre Rasquin, professeur à l'École polytechnique de Louvain. J'ai la chance et l'opportunité, dans le cadre de Sciences Infuses, de vous donner un exposé qui a pour titre Pas de société numérique sans technologie d'information durable. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ma présentation, j'aimerais bien tout d'abord un peu présenter la recherche que je mène au sein de l'Université catholique de Louvain. Je travaille vraiment à partir des matériaux. On travaille sur des matériaux qui sont déposés en film très mince. Quand je parle de très mince, ça peut être quelques nanomètres jusqu'à quelques microns. À l'aide de ces matériaux relativement minces, on arrive à réaliser ce qu'on appelle des capteurs, donc des microcapteurs qui sont réalisés à côté de dispositifs actifs comme des transistors. Vous voyez ici la vue de coupe d'un transistor, le transistor étant l'élément de base de tout circuit électronique. Vous pensez à une mémoire, vous pensez à un microprocesseur, vous pensez à un amplificateur. Tous ces circuits électroniques sont basés sur ce transistor qui serait représenté ici. Alors au niveau de l'université, nous avons vraiment la chance d'avoir ce qu'on appelle des chambres propres qui nous permettent donc de fabriquer à ces échelles nanoscopiques l'ensemble de ces dispositifs. Et nous avons également des instruments de caractérisation qui nous permettent de mesurer des caractéristiques électriques de ces transistors, mais aussi de circuits beaucoup plus complexes, comme par exemple ici un interrupteur haute fréquence qui a été réalisé. Et on peut faire aussi de l'imagerie. Vous voyez ici une imagerie à faisceau d'électrons, celle-ci également. Et donc toutes ces technologies, tous ces matériaux, tous ces dispositifs nous permettent donc d'explorer vraiment le monde à l'échelle micro et nanoscopique. Nous avons deux grands résultats qui sont utilisés aujourd'hui au niveau mondial, qui sont des techniques de caractérisation des matériaux à l'échelle nanoscopique. Et à l'intérieur de tous les objets communicants, entre autres le smartphone que vous avez, vous retrouvez des circuits électroniques en technologie développée au sein même de l'UC Louvain. Avant de parler des technologies de l'information et des télécommunications, je pense que c'est important de s'interroger sur la notion de progrès. Dans notre société occidentale, on aime revoir un petit peu l'histoire. De cette manière, on voit il y a 5 millions d'années le début de l'humanité avec cette société 1.0, qui est la société des chasseurs, et la société 2.0, qui est la société agricole, qui finalement démarre à peu près 13 000 ans avant Jésus-Christ. Et puis là, on est au bord ici de la première révolution industrielle, qui est la maîtrise du feu et la fusion des métaux, qui a donné lieu après à une deuxième révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle avec la maîtrise de la chimie et de la vapeur et du pétrole, du charbon, donc les énergies fossiles, à l'arrivée donc ça à la fin du XVIIIe siècle, pour arriver à nos jours, à la fin du XXe siècle, avec cette troisième révolution euh, industrielle qui correspond à l'avènement des ordinateurs, de l'Internet, de cette mise en réseau, de cette microélectronique. Et on approche maintenant de cette quatrième révolution industrielle où finalement tout est digital. On parle de cette transformation digitale, de l'intelligence artificielle, de l'interconnexion de l'ensemble des objets. Et certains veulent dire que l'avenir est vraiment vers cette société 5.0 qui est toujours de plus en plus connectée avec une présence omniprésente de tous ces objets électroniques. Parlant de cette société digitale, qu'est-ce qui la caractérise? Quelle est la révolution dans laquelle nous rentrons aujourd'hui? Depuis tout temps, on a voulu transmettre de l'information, on a voulu stocker, on a voulu répertorier cette information et on a voulu traiter l'information de différentes manières. Donc on voit ici à travers ces différentes images les différentes possibilités que j'évoquais. Mais aujourd'hui, ce qui fait vraiment la particularité, c'est qu'on produit des objets électroniques de taille très réduite, comme le smartphone, qui est un objet emblématique de notre époque. Et à travers le smartphone, on a la possibilité de créer de l'information à travers la prise d'une photo, par exemple. On a moyen de transmettre cette information à différentes personnes autour du globe grâce à ce grand réseau qui est Internet. Et puis nous avons la possibilité de le stocker sur différents types de formats, à travers ces serveurs, à travers le cloud, et on a moyen, même sur notre appareil, même sur le smartphone, de traiter l'information pour faire différentes choses. Ces 30 dernières années, nous avons vu vraiment l'augmentation du nombre d'objets connectés. Donc, dans le début des années 90, où il y avait à peu près sur cette planète
environ 1 million seulement d'ordinateurs personnels. Puis il y a eu une explosion de leur nombre pendant les années 90 pour arriver en 2000 avec une explosion du nombre de connexions sur Internet. Avec l'arrivée, il y a maintenant déjà une dizaine d'années, le concept d'objets interconnectés, donc des objets qui vont dialoguer entre eux sans même l'intervention de l'homme. Et on peut retrouver ces objets interconnectés dans vraiment un grand nombre de domaines, que ce soit au niveau de la transmission de l'image avec les postes de télévision connectés. On retrouve ça également sur les montres, sur certains accessoires de la vie courante, mais aussi important pour la gestion de l'énergie, au niveau par exemple éolien ou solaire, qui sont aussi bardés d'un ensemble de capteurs qui envoient de l'information sur le réseau pour la régulation de celui-ci. Et bien sûr, nous avons le nombre de smartphones qui explose et qui augmente encore aujourd'hui. Et on parle maintenant de la smart city, de la ville intelligente, où on va multiplier ce nombre d'objets interconnectés pour la gestion, par exemple, du trafic ou la gestion des ordures. Et puis on parle aussi des smart homes, où on va avoir un ensemble de capteurs au niveau de nos habitations pour la gestion, par exemple, de la consommation d'énergie, du chauffage, de l'éclairage et de bien d'autres fonctions sont imaginées. Donc l'ensemble de ces objets connectés aujourd'hui est chiffré à peu près, même si les chiffres divergent d'une littérature à l'autre, à peu près à 50 milliards d'objets déjà interconnectés aujourd'hui au sein de notre société. Sur ce graphique, nous pouvons voir l'évolution des objets connectés en milliards de dispositifs au cours de ces 5 dernières années. Ce que l'on peut voir à travers ce graphe, c'est qu'il y a une augmentation d'à peu près 10% par an de ce nombre d'objets interconnectés. Et ce qu'on peut également remarquer que la croissance la plus importante de ces objets connectés correspond à quoi? Au smartphone, d'une part, ici la zone en vert, et l'autre, c'est une croissance extrêmement importante ces dernières années, vous voyez, plus de 51% sur les M2M, ce qui veut dire machine to machine, c'est l'Internet des objets qui est effectivement la forte croissance des objets qui nous entourent aujourd'hui. Ces objets interconnectés échangent un ensemble de données sur l'Internet et on voit ici l'évolution de ce trafic de données sur l'Internet exprimé en exabytes, c'est-à-dire 10 exposants 18 bytes par mois envoyés sur le réseau. Ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a ces 5 dernières années une augmentation de plus de 46% par an du nombre de données circulant sur Internet, que la plupart, 80% de ces données correspondent à des vidéos, et les objets utilisés pour, je dirais, qui correspondent à ce trafic sont les smartphones et tous les objets interconnectés, qui correspondent à peu près à 20%. Donc ce sont ces éléments-là qui sont responsables du trafic en 2020. Et on voit que l'utilisation du smartphone et de ces objets interconnectés sont responsables de 47% de la croissance par an de l'augmentation de ce trafic. Donc on est face à une augmentation du trafic de données et principalement vidéo, et d'autre part, une augmentation à venir est liée surtout à un échange de données à l'aide de dispositifs dits mobiles. Quand on parle du smartphone, il est très important de souligner qu'on parle finalement du dessus de la tête de l'iceberg. Il faut savoir que pour pouvoir transférer des données, pour pouvoir stocker ces données, le GSM ne peut rien seul. Il a besoin d'une infrastructure extrêmement lourde, ce qu'on appelle le réseau d'interconnexion qui nécessite des stations de base, qui nécessite des antennes, qui nécessite un ensemble de câbles, qui nécessite d'apporter de l'énergie à ces stations de base. Et puis ça nécessite aussi de stocker la donnée dans les data centers, qui correspondent à une augmentation énorme d'énergie électrique aussi consommée au niveau de ces centres. Donc bien garder en tête que les objets que nous avons chez nous au niveau de la maison ou dans notre poche avec le smartphone ne sont vraiment que la partie visible de l'infrastructure nécessaire pour rendre ces services, pour avoir une société digitale fonctionnelle. On réalise effectivement l'importance de toute l'infrastructure pour pouvoir
faire fonctionner cette société digitale, on peut se rendre compte que finalement l'énergie consommée par votre smartphone, par la batterie de votre smartphone, correspond seulement à 1%. 1% de quoi? 1% de l'énergie nécessaire pour envoyer par exemple un SMS ou avoir une conversation vocale. 1% de l'énergie nécessaire pour cette conversation sera consommée au niveau de votre smartphone et le reste de l'énergie consommée pour rendre cette communication possible se retrouvera au niveau, vous voyez, de l'accès au réseau mobile. Donc ce sera l'énergie consommée, si vous voulez, par la station de base, la station GSM, et puis le stockage, le passage par les serveurs dans les data centers vont prendre également une partie non négligeable de l'énergie nécessaire à rendre possible tous ces services de notre société digitale. Afin de chiffrer avec vous un petit peu la consommation d'énergie pour certaines activités de notre quotidien, je vais prendre 3 exemples. Le premier, c'est regarder un film, par exemple sur Netflix, à l'aide de son ordinateur, de son laptop par exemple. Ben voilà un petit peu la consommation d'énergie, à quoi cela correspond. Donc si vous, par exemple, vous regardez un film avec une définition de 4K, à l'aide d'un accès à l'Internet par la box Wi-Fi, ben sachez que la consommation nécessaire pour regarder ce film, et je parle bien de la consommation d'énergie globale, qui nécessite aussi l'accès au réseau, à la circulation de la donnée sur ce réseau, à stockage de cette information sur le réseau, à peu près à 4500 watts, ce qui est vraiment une puissance électrique très importante. Si maintenant vous regardez ce même film mais en réduisant la définition, ce qui serait une très bonne chose, vous le regardez en haute définition, sera tout à fait suffisant. Si vous regardez ça sur un écran de petite taille de votre laptop, vous accédez toujours à cette information par le Wi-Fi. On voit que la consommation de puissance instantanée pour regarder ce film est maintenant de 750 watts. Et ça correspond, si vous voulez, un petit peu à la puissance consommée par un micro-ondes pour réchauffer vos aliments. Pour encore aller plus loin, si maintenant on va l'ancien système, louer un DVD, à ce moment-là, la seule consommation électrique pour regarder ce film, ce sera celle de votre ordinateur qui correspond à peu près à 100 watts. Donc vous voyez, la consommation directe de votre ordinateur dans les 3 cas et correspond aux 100 watts, et tout le reste de l'énergie, de la puissance électrique nécessaire est vraiment pour la circulation de la donnée sur le réseau. Un deuxième exemple, on peut voir maintenant différentes sociétés qui proposent des caméras de surveillance à placer dans votre maison. Et ils proposent par exemple pour 10 caméras haute définition qui vont tourner toute la journée pour prendre ces vidéos, vont consommer à peu près par mois 4 terabytes, donc 10 exposants 12 bytes par mois, ce qui est énorme. Il faut savoir que la génération de nouveau de ces données, du stockage, la circulation de ces données sur le réseau vers la société de gardiennage va correspondre à peu près à 60% de la consommation électrique de votre habitation. Alors ce n'est pas du tout, vous n'allez pas voir ça sur la facture évidemment de votre facture électrique de votre maison, parce que vous ne consommerez que l'électricité nécessaire pour alimenter les caméras, mais ce que je vous indique ici, c'est, vous voyez un peu la consommation d'électricité que vous avez par an de votre maison, mais sachez que pour rendre ce service, la collectivité, donc c'est-à-dire le réseau électrique, les data centers, etc., donc cette énergie que vous payez mais que vous ne consommez pas au niveau de votre maison, correspond à peu près à 60% de votre consommation annuelle. Donc c'est tout à fait énorme. C'est le genre de service qui se multiplie. Je peux prendre un troisième exemple. Vous avez entendu beaucoup parler de la voiture autonome. Et dans ce cas, on ne parle pas de 4 terabytes de données envoyées par mois, mais de 4 terabytes par jour en fonction d'un trajet d'une heure de votre voiture. Donc pour la rendre autonome, eh ben oui, il faut échanger énormément de données entre votre véhicule et l'infrastructure routière pour assurer évidemment un roulage sans accident. Donc voilà, il faut le savoir, cette voiture autonome va donc consommer, va donc introduire sur le réseau une augmentation drastique de la donnée. Nous avons parlé de la consommation, de l'augmentation du nombre de données sur le réseau, et à cette augmentation du nombre de données sur le réseau, on peut y associer une énergie consommée, comme on vient de l'expliquer.
Juste pour prendre quelques chiffres ici et se rendre compte qu'aujourd'hui, et ça dépend un peu de nouveau de la littérature, de la manière dont les chiffres sont interprétés, mais on s'accorde à dire que 5 à 10% de la consommation d'électricité mondiale est là pour soutenir les technologies de l'information et des communications. Pour l'exemple de la France, elle consomme à peu près 14% de l'électricité consommée pour ces technologies de l'information, qui correspond à peu près à la nécessité de 107 centrales nucléaires uniquement pour alimenter donc ces besoins en énergie pour les technologies de l'information, et ça correspond aussi en France à 5% des gaz à effet de serre émis par toute cette industrie, par toute cette infrastructure nécessaire pour cette société digitale. C'est important quand même de pointer ici une augmentation annuelle toujours très importante de la consommation électrique au niveau mondial, une augmentation annuelle de 6,6%, malgré le fait qu'on est dans une période de crise, comme on le cite depuis le milieu des années 2000, et depuis aussi le moment où on peut voir sur le marché la possibilité d'acheter des, des appareils électriques, que ce soit des réfrigérateurs, que ce soit des micro-ondes, que ce soit tous les objets électroniques qui nous entourent. Maintenant, la plupart d'entre eux ont des labels, où on voit A+, A++, A+++, où on est toujours possible d'acheter des instruments électriques et électroniques qui consomment de moins en moins d'énergie. Mais même malgré ça, on est dans une augmentation très importante de la consommation d'électricité par an. Il faut réfléchir à cette consommation d'électricité et de savoir quelle est l'origine de cette électricité, quelle est l'énergie primaire utilisée pour produire cette électricité. Sachez sur ce graphique, c'est un graphique de la consommation d'énergie au niveau mondial, on voit qu'encore aujourd'hui, à peu près 2 tiers de l'énergie primaire utilisée pour produire de l'électricité est de l'énergie fossile. Une énergie fossile, comme vous le savez, qui est responsable de gaz à effet de serre, de CO2 équivalent émis dans l'atmosphère. Donc retenez bien, l'électricité aujourd'hui nécessite toujours de brûler énormément d'éléments fossiles comme donc le pétrole, le, le gaz, le charbon sont toujours des, des énergies primaires fortement utilisées aujourd'hui pour produire l'électricité. Parlant des gaz à effet de serre, voici sur ce graphique l'évolution des gaz à effet de serre associés à ces technologies de l'information et des communications. Vous pouvez voir donc depuis 2013 cette augmentation d'à peu près 8% chaque année de cette augmentation donc des gaz à effet de serre. Et on voit ici donc avec la courbe en vert, c'est ce que l'on prévoit dans les années futures si rien ne change vraiment dans le système. Déjà aujourd'hui, vous voyez, en 2020, on est à peu près à 4% des gaz à effet de serre qui correspond finalement au même chiffre que l'aviation aérienne. Donc vous vous rendez compte que tout ce qui est technologie de l'information, finalement, pollue en termes de gaz à effet de serre de manière tout à fait similaire à l'aviation. Et si nous ne changeons rien à nos comportements, vous voyez ici c'est un schéma où la sobriété serait de mise, mais si on ne change rien, voilà, on peut imaginer évidemment différents scénarios, mais beaucoup pensent qu'effectivement en 2025, on atteindrait une émission de gaz à effet de serre correspondant à 8%, qui équivaut à ce qui est aujourd'hui la quantité totale des gaz à effet de serre liés à l'automobile. On parle de la quantité d'énergie utilisée pour les technologies de l'information et des communications. Il est important de se rendre compte qu'il y a deux grandes parties à considérer dans l'énergie consommée. La partie liée à l'usage et la partie liée à la fabrication de tous ces objets électroniques qui nous entourent. Et on voit que la proportion est à peu près identique. L'énergie consommée lors de l'utilisation et l'énergie lors de la fabrication. On voit qu'ici on est à peu près à 45% de l'énergie consommée sur le cycle de vie total d'un objet électronique vient de sa propre fabrication. Si on prend le cas du smartphone, vous avez ici par exemple pour l'iPhone 8, si on fait l'étude de son cycle de vie et de son empreinte carbone, on voit que à peu près 80% de l'énergie consommée par ce smartphone sur sa durée de vie
va correspondre à sa fabrication. Donc 80% lié à la fabrication même du smartphone. Donc on voit là ici un incitant important à allonger la durée de vie de ce smartphone, sachant que l'étape pendant laquelle le maximum d'énergie est consommée pour ce smartphone, c'est lors de sa production. Nous avons parlé de l'énergie consommée pour les technologies de l'information et des communications. Il est important aussi de souligner la quantité de matériaux nécessaires. On parle souvent de cette société dématérialisée. Croyez-moi, on est dans une société extrêmement matérielle parce que pour rendre tous ces services digitaux, cela repose sur la consommation de matériaux. Et voici quelques exemples. On consomme à peu près 30% de l'argent qui est extrait du sol est utilisé pour les technologies de l'information. 12% pour l'or, 30% pour le cuivre et 80% de l'indium. L'indium, c'est ce qu'on utilise, on prend de l'oxyde de l'indium. C'est un matériau transparent et conducteur, ce qui est assez rare, d'avoir des propriétés électroniques et optiques de ce genre. Donc l'oxyde d'indium, c'est ce qu'on retrouve généralement sur tous les écrans tactiles de nos smartphones ou de nos ordinateurs. Je pense qu'il est important de souligner le fait que l'on puisse avoir aujourd'hui dans notre proche ce qu'on appelle un smartphone qui comprend un microprocesseur extrêmement puissant, qui inclut également de la mémoire. C'est grâce vraiment à l'évolution de l'industrie de la microélectronique. Je reprends sur ce graphe ici l'augmentation du nombre de transistors. Le transistor, c'est vraiment l'unité de base de tout circuit électronique. Et on voit le nombre de transistors qui augmente de manière exponentielle au cours des années, ou que ce soit au niveau des microprocesseurs, que ce soit au niveau des mémoires, pour arriver à peu près aujourd'hui à environ sur 1 cm² de semi-conducteurs. Donc à l'intérieur de ces circuits électroniques, on arrive à mettre 40 milliards de transistors pour répondre à ces différentes fonctions électroniques. C'est tout à fait incroyable. Et la manière dont on arrive à concentrer autant de fonctions, autant de transistors sur une même puce, ça va par la diminution de la taille de ce transistor, la diminution de la taille de ces circuits électroniques est tout à fait fabuleux. Il faut savoir que par exemple dans les années 90, on était avec des transistors qui avaient une dimension caractéristique de l'ordre du micron. Pour aujourd'hui, arriver avec des transistors qui ont une taille plutôt de l'ordre de 5 à 10 nanomètres. Voilà, donc cette intégration est vraiment au centre de l'augmentation de ces applicatifs et de la puissance de calcul de tous ces objets communicants. Pour arriver à toujours intégrer de plus en plus de fonctions sur une même surface de semi-conducteur, je ne vais pas vous faire un cours de la physique des semi-conducteurs, mais je vais juste vous indiquer ici l'évolution de l'utilisation des matériaux au cours des années dans le domaine de la microélectronique pour réaliser donc l'ensemble de ces circuits. Voyez, dans les années 80, les matériaux qui étaient utilisés pour produire les circuits intégrés. On peut retrouver, vous voyez, le silicium, qui est le semi-conducteur le plus utilisé au monde. Nous avons l'aluminium pour les interconnexions métalliques, pour connecter l'ensemble de ces transistors. On peut citer le phosphore ou l'arsenic ou le bore pour venir mettre des dopants dans ces semi-conducteurs. Dans les années 90, on voit l'apparition de quelques nouveaux matériaux, principalement le cobalt et le titane ou le tungstène pour les interconnexions métalliques entre ces différents transistors. Et puis là, le changement est extrêmement incroyable dans le début des années 2000, où vous voyez un ensemble très très important de nouveaux matériaux qui ont été introduits dans le domaine de la microélectronique pour pouvoir toujours réduire la taille de ceux-ci et conserver des performances très élevées de cette électronique. Donc retenez bien, à cause de cette diminution de taille, la physique des matériaux nous a obligés à introduire de plus en plus de variétés de matériaux afin d'assurer toujours une augmentation de la performance de ces circuits électroniques et de leur réduction de taille. Afin d'illustrer un petit peu l'impact de ces technologies en termes de matériaux utilisés, j'aimerais bien prendre l'exemple assez symbolique du téléphone. On voit ici en 1956, ce téléphone nécessitait l'ensemble des matériaux pointés ici en jaune dans le tableau de Mendeleïev, qui sont au nombre de 12, et aucun de ces matériaux n'était critique. Qu'est-ce qu'on appelle critique? C'est un matériau qui n'est pas toujours évident à extraire, un matériau qui peut être aussi toxique. Donc on voit ici qu'il n'y en avait pas à cette époque-là.
Et on voyait que le nombre de téléphones produits par an était à peu près de 20 millions et la durée de vie était de 15 ans. On est passé dans les années 80 au premier téléphone portable. À cette époque-là, on était plutôt dans un téléphone transportable parce qu'il pesait son poids, hein, il avait à peu près une masse de 1,5 kg. Mais on voit qu'ici, pour arriver déjà à cette augmentation de fonctionnalité et cette intégration plus élevée de la téléphonie, on nécessite maintenant de 29 éléments et déjà on pointait 5 éléments critiques et on voyait que la durée de vie avait réduit de 15 ans à 5 ans. Et puis on a l'arrivée du smartphone, hein, l'explosion de cette électronique de haute densité, de haute performance. Et à ce moment-là, comme je vous le disais, pour atteindre ces performances, on doit la nécessité de diversifier l'utilisation des matériaux dans la microélectronique, avec plus de 60 éléments dans le smartphone. Et vous voyez qu'on arrive maintenant à 20 éléments critiques, donc qui posent problème en termes d'extraction, qui sont des fois toxiques, qui peuvent aussi être liés à des problèmes géopolitiques. Et puis on voit une explosion du nombre de ces objets créés. Plus d'1 milliard de smartphones sont produits par an, et avec une durée de vie qui est en moyenne de 18 mois. Donc on voit l'augmentation du nombre d'éléments utilisés, l'augmentation d'éléments critiques, et malheureusement une réduction du temps de vie de ces objets. Alors on peut se poser la question, avec la naissance de l'Internet des objets, cette multiplication, hein, comme je le disais dans l'introduction, plus de 50 milliards aujourd'hui d'objets interconnectés avec une durée de vie, on se pose la question, hein, quelle va être vraiment la durée de vie de tous ces objets, de toute cette électronique distribuée. Donc voilà, il y a un vrai questionnement à avoir sur l'utilisation de ces ressources naturelles pour les objets modernes. Nous avons donc une pression très élevée sur les matériaux utilisés. En sciences graphiques, on peut se poser la question de l'abondance de ces matériaux pour répondre aux applications d'aujourd'hui. Alors on voit tout d'abord qu'au niveau de la croûte terrestre, en fonction des matériaux, vous voyez toute une liste ici de matériaux, on a plus de 10 ordres de grandeur entre par exemple le silicium qui est en plutôt haute concentration dans la croûte terrestre, à comparer par exemple ici avec l'iridium qui est de très faible concentration dans nos roches. Alors si on regarde un petit peu la problématique de la concentration de ces minerais dans le sol, sachez que lorsque l'on veut extraire par exemple du fer qui va servir à l'acier, à la production d'acier, donc le fer, si vous extrayez 1 tonne de roche, vous allez pouvoir en extraire en moyenne sous la croûte terrestre 330 kg de fer. Si maintenant on fait la même expérience, mais plutôt en essayant d'extraire le platine, de nouveau, vous extrayez 1 tonne de roche, et rendez-vous compte qu'on ne va pouvoir extraire que 3 grammes de platine à partir de cette tonne de roche. On voit une différence majeure entre les matériaux extraits, en termes d'énergie nécessaire pour les extraire, et en termes de quantité, et c'est ce qui fait un peu la rareté de certains matériaux. C'est important de souligner que dans les années 50, les matériaux utilisés pour tous les objets de la vie courante utilisaient ces matériaux qui sont repris ici, et ces matériaux, vous voyez, ils sont plutôt à haute concentration dans la croûte terrestre. Aujourd'hui, l'ensemble des produits qui nous entourent, ils ne nécessitent pas uniquement que des matériaux à haute concentration dans la roche, mais ils nécessitent des matériaux à très faible concentration. Et donc, de nouveau, l'extraction de ces minerais nécessite donc toujours de plus en plus d'énergie, vu que ils sont en très faible quantité dans la roche. Plusieurs personnes de nos jours se posent la question de la pénurie ou pas de matériaux. C'est une vraie question parce qu'on sait bien qu'on vit sur une planète finie et donc il est clair que les ressources seront limitées. Cela dit, à court et moyen terme, tous les géologues le disent, nous n'allons pas faire face à une pénurie à court terme. Mais par contre, nous nous retrouvons face à la nécessité d'une technologie et d'une quantité d'énergie de plus en plus colossale pour aller extraire ces minerais du sol. Quand on parle d'extraction des minerais du sol, une autre problématique à laquelle nous devons faire face aujourd'hui, c'est des conflits géopolitiques. Cette carte représente un petit peu l'ensemble des minerais extraits, et ce que l'on peut tout de suite remarquer, c'est qu'il n'existe pratiquement plus aucune mine d'extraction de minerais en Europe, celle-ci étant plutôt située, vous voyez, dans l'hémisphère sud, au niveau de l'Amérique du Sud, au niveau Afrique, et également au niveau de la Chine et de l'Asie en général.
on voit que la Chine, par exemple, euh, c'est là où on extrait la plupart des terres rares, qui est un des matériaux importants, non seulement au niveau de la microélectronique pour les ordinateurs et les smartphones, mais aussi pour les énergies dites renouvelables. On a besoin de terres rares pour les éoliennes, pour les panneaux solaires. Donc il y a une problématique stratégique aujourd'hui où un certain nombre de pays ou de continents exploitent ces minerais et d'autres pas du tout. Alors on ne peut pas reprocher, par exemple, à la Chine d'extraire l'ensemble de ces minerais. Il faut savoir que si on a fermé les mines en Europe, c'est pas parce qu'il n'y a plus de ressources naturelles dans notre sol ou sous-sol, c'est parce que nous n'avons plus voulu, euh, je dirais, cette pollution. On n'a plus voulu subir tous les désagréments de la mine, et c'est la première raison pour laquelle nous avons fermé les mines en Europe. Nous avons un flux de matières premières, principalement du sud vers l'hémisphère nord, et nous avons donc l'ensemble de ces objets électroniques qui sont consommés et utilisés dans nos contrées. Et puis nous avons un autre flux qui va alors là être du nord principalement vers le sud. Il faut savoir que Greenpeace, par exemple, mentionne qu'à peu près 75% de nos déchets électroniques ne sont pas traités chez nous en Europe, parce que de nouveau, c'est trop énergivore, c'est très polluant de traiter tous ces déchets électroniques, et donc on retrouve des conteneurs entiers de ces objets obsolètes qui se retrouvent dans divers pays dans l'hémisphère sud, qu'on peut voir énormément de documentaires, de reportages en Inde par exemple, ou en Afrique, au Ghana, au Rwanda, en Côte d'Ivoire, où on retrouve des quantités impressionnantes de déchets électroniques qui sont alors, comme vous pouvez voir sur ces images, fondus à même le sol avec extrêmement aucune protection pour ces enfants ou ces jeunes adultes qui essayent de récupérer quelques matériaux comme par exemple le cuivre, le plomb, et donc voilà qui dégagent l'or, qui dégage des fumées extrêmement toxiques. On parle de société digitale, je pense qu'il est important d'insister sur le fait qu'on assiste à une société digitale, mais à deux vitesses. Si on regarde ça au niveau mondial, on voit par exemple clairement que le nombre d'objets connectés proche de 8 aux États-Unis, proche de 5, au-delà un petit peu de 5 en Europe. Et quand on regarde dans les pays en voie de développement, on est à un objet connecté par personne. Lorsqu'on regarde les nombres de données consommées, voici ici en gigabytes par mois le chiffre aux États-Unis, proche de 100 gigabytes par mois. On est au tiers pour l'Europe, et puis là, vous voyez, dans les pays en voie de développement, par exemple comme le continent africain, on a 1,5 gigabytes par mois. Et ça se traduit évidemment, le faible nombre d'objets connectés, le faible trafic de données se traduit évidemment par une émission de gaz à effet de serre liée au numérique dans les pays en voie de développement qui est extrêmement faible par rapport aux autres continents. Donc il est important de souligner qu'on a une fracture numérique importante et que la pollution créée, générée se trouve vraiment dans les continents, on va dire, comme l'Europe, comme les États-Unis, où on a une consommation extrêmement accrue de tous ces objets électroniques. Face à tous ces constats, hein, donc cette augmentation de la quantité d'énergie utilisée, la consommation en termes de ressources, de minerais, les gaz à effet de serre liés à toute cette industrie des objets électroniques, je pense qu'il est temps, grand temps, de réfléchir autrement, de designer, de concevoir, d'innover vers un développement beaucoup plus soutenable. Et donc l'idée est vraiment de réfléchir la conception de toutes ces technologies en considérant le fait que nous vivons sur une planète limitée. C'est crucial. Quand on pense un petit peu à la mission de l'ingénieur aujourd'hui, les choses se passent un peu comme suit. Vous avez une innovation technologique, une découverte dans un laboratoire. Vous avez des personnes qui observent ça et qui se disent, à partir de cette innovation, il est certainement possible de réaliser, d'ouvrir un nouveau marché, de créer une valeur ajoutée, de créer au niveau économique une augmentation de capital. À
partir de ce moment-là, ils vont imposer aux ingénieurs à pouvoir suivre une courbe d'évolution, une courbe de progrès au niveau des performances de cette innovation technologique afin de toujours alimenter le marché en innovation, en objets qui rend les précédents obsolètes. Et donc on est dans un système où finalement l'ingénieur se trouve un peu coupé de la réalité, se trouve, je dirais même, heureux et fier de pouvoir répondre à la demande et perd complètement conscience qu'il alimente un système dans lequel nous avons un impact sur la société, un impact sur l'environnement, un impact sur aussi les conditions sociales de l'être humain. Donc il est important que l'ingénieur se rende compte comment il alimente par son innovation, euh, il alimente cette société techno-économique. Il est donc important au niveau de la formation des ingénieurs, au niveau de la recherche également, on puisse avoir un regard beaucoup plus holistique et qu'on puisse se sentir concerné et créer des liens entre la technologie, l'économie et la société. Vous prendre un exemple ici, juste pour vous montrer que le travail actuel de l'ingénieur, même s'il contribue à une amélioration de la société dans laquelle nous vivons, est totalement insuffisant. Insuffisant dans quel sens? L'ingénieur généralement est satisfait à partir du moment où il va rendre un objet technologique plus performant. Prenons l'exemple ici d'un data center où les ingénieurs vont produire des machines, des ordinateurs qui énergétiquement vont être plus efficaces. On va par exemple consommer une unité d'énergie pour stocker 1 gigabyte de données. C'était le cas en 2018. En 2019, grâce à l'innovation technologique, on arrive à réduire par 15% la consommation d'énergie pour stocker ce même gigabyte. On pourrait se dire, bah, tout à fait, c'est formidable, l'ingénieur a contribué à une réduction de la consommation d'énergie pour un service digital donné. Mais ce qu'il faut quand même bien prendre conscience, c'est qu'en même temps de cette réduction de l'énergie par unité d'information stockée, c'est qu'il y a une augmentation bien plus importante du nombre de données utilisées, véhiculées par les utilisateurs. Et vous voyez par exemple ces chiffres du rapport de Shift Project, où on a une augmentation de 1 gigabyte à 1,3 gigabyte. Donc quand vous faites le produit euh, du, de l'unité d'énergie consommée par gigabyte et de la consommation réelle, euh, ben vous vous rendez compte que malheureusement, l'amélioration, l'efficacité énergétique apportée par l'ingénieur est totalement insuffisante pour réduire de manière absolue la consommation d'énergie pour ce service rendu. C'est ce que nous appelons l'effet rebond. On a une amélioration d'efficacité au niveau relatif par rapport à une fonction donnée, mais parce qu'il y a une évolution de la consommation, on a malheureusement un bilan total négatif, une augmentation de la consommation d'énergie dans l'absolu. Alors on pourrait se poser la question, mais comment combattre cet effet rebond? Comment arriver avec une réflexion beaucoup plus globale, plus systémique, plus holistique? Eh ben, il y a plusieurs je dirais, chercheurs qui font des propositions, et c'est de se dire, ben voilà, en tant qu'ingénieur, vous travaillez sur la technologie, et lors de l'établissement de cette nouvelle technologie, ben, étudier un peu le cycle de vie. Le cycle de vie, ben, c'est-à-dire de regarder un peu les ressources utilisées, l'énergie utilisée pour la production, pour la phase de l'usage, et en fin de vie, comment on va pouvoir réparer ou recycler le produit qui a été créé. Donc ça, c'est une réflexion déjà au niveau vraiment purement technologique. On doit réfléchir aussi à cette technologie, comment elle va être utilisée, quelles sont les applications qui vont être créées à partir de cette nouvelle technologie. Et puis, on doit aller même plus loin, on doit se dire, ben, la naissance de cette nouvelle application vont transformer de manière profonde la manière dont la société est organisée. Et le comportement même des individus va être influencé par ces nouvelles applications. Et donc l'ingénieur ne doit pas être uniquement euh, cantonné au développement de la technologie, il doit suivre sa technologie, voir comment elle est utilisée et voir les changements structurels. Évidemment, il ne fera pas seul, il doit être accompagné dans cette réflexion, il doit faire partie de cercles où on va retrouver des économistes, des sociologues, des anthropologues, des philosophes, pour pouvoir discuter de manière beaucoup plus globale de la naissance et de ce désir d'introduire une technologie dans la société et qui doit correspondre à une vision partagée par nous tous.
Alors que faisons-nous à l'UC Louvain avec d'autres collègues européens dans ce domaine de redéfinir finalement la recherche dans le domaine de la micro et nanoélectronique? On a créé maintenant, il y a ça 4 ans, avec les différents instituts que vous voyez ici, ces instituts européens, un consortium, un- un endroit où on essaye tous de réfléchir un petit peu de la manière dont on pourrait produire, dans la manière dont on pourrait concevoir, innover différemment dans le domaine de la microélectronique pour réduire la consommation d'énergie, réduire le nombre de ressources utilisées. On fait la substitution de matériaux pour éviter des matériaux toxiques ou critiques. On essaye d'étendre la durée de vie des objets électroniques que l'on design, que l'on conçoit. On essaye de les rendre réparables. On essaye également d'augmenter un peu la transparence de ce qui est produit, donc par l'étiquetage, essayer avec des économistes et des sociologues de rendre visible à l'acheteur les matériaux qui sont utilisés, le degré de toxicité, le degré de durabilité, le degré de réparabilité d'un objet. Donc toute cette information-là, qu'on retrouve dans le domaine agroalimentaire, devrait également se retrouver sur les objets électroniques qui nous entourent pour que le consommateur puisse faire un choix à bon escient. On essaye de développer aussi des nouveaux modèles économiques pour essayer de combattre cette obsolescence programmée. Je donnerai deux, trois exemples par la suite. De manière très concrète, au sein même de l'université, on a en septembre 2020 mis en place une école doctorale qui essaye de réunir un ensemble de professeurs, de chercheurs, d'utilisateurs des technologies de l'information et des communications pour réfléchir justement à toute cette approche holistique. Et donc on a eu une semaine complète très très passionnante. Et si certains sont intéressés, peuvent aller sur ce site web où ils retrouveront l'ensemble des présentations qui avaient été données lors de cette semaine doctorale. Faire de la recherche différemment, ce ne sera possible que si on change aussi la formation de nos étudiants, de nos scientifiques, de nos ingénieurs. Et donc depuis septembre 2020, un cours développement durable et transition est donné maintenant aux étudiants, des étudiants qui sont en troisième année d'ingénieur civil, permettre de les sensibiliser finalement et de voir la nécessité d'une approche holistique. Nous avons aussi le cours Ingénieux Sud, vous avez le site web pour avoir des informations sur ce cours, qui aussi invite les étudiants à aborder une problématique technique, un problème technique concret, en collaboration avec des étudiants des pays des Suds, de pouvoir venir avec des solutions aussi appropriables et appropriées, qui les obligent à avoir cette réflexion vraiment systémique. Je pense que c'est important de souligner qu'il y a une prise de conscience aussi au niveau des pouvoirs publics et des entreprises qu'il est vraiment nécessaire maintenant d'imaginer la production et la consommation différemment. Et on entend beaucoup parler de l'économie circulaire. Alors l'économie circulaire est finalement de casser un petit peu la chaîne existante, qui est la production de certains objets, de certains produits, de la distribution, l'utilisation de ceux-ci, et puis de la mise en décharge en fin de vie de ces objets. Donc l'idée est vraiment, à la fin de la première vie d'un objet, d'essayer de réparer cet objet pour le réutiliser, de le redistribuer, d'imaginer différents types d'usages. On peut démonter l'objet, récupérer un certain nombre de ses pièces pour créer carrément un nouvel objet. Et la dernière phase, finalement, qu'on essaie de repousser le plus loin possible, c'est le recyclage, donc pour démanteler vraiment l'objet, en extraire vraiment les matières premières pour reproduire de nouveau des nouveaux objets. Donc l'économie circulaire est vraiment maintenant euh, une manière de voir les choses qui s'inscrit dans à peu près toute l'industrie, avec un certain nombre de difficultés. Et je peux pointer de manière plus particulière pour le domaine de la microélectronique que je connais relativement bien, c'est que quand vous regardez un petit peu ces objets électroniques, comme je vous le mentionnais précédemment, ils sont extrêmement complexes avec plus de 60 éléments du tableau de Mendeleev dans chacun de ces circuits intégrés. Donc vous avez une soupe de matériaux qui est assez incroyable et donc techniquement, aujourd'hui en tout cas technologiquement, sur base des connaissances que nous avons, il n'est possible d'extraire que 17 éléments, donc de séparer 17 éléments de ces 60. Donc, la majeure partie d'entre eux donc, ne peuvent pas être récupérés aujourd'hui. Il est important de souligner aussi que seulement 4 à 5 éléments de ces 17 est vraiment
économiquement rentables et vont vraiment être alors extraits. Et on peut citer l'or qui paye finalement pour les trois ou quatre autres. Donc l'or est très important. Donc à partir du moment où on ne mettra plus de l'or dans les circuits intégrés, c'est une tendance, eh ben, il sera effectivement pas rentable du tout de vouloir recycler les circuits électroniques. Et la cause principale, évidemment, est le fait que les matières premières que nous achetons principalement dans les pays de l'hémisphère sud sont des matériaux qui sont à trop bas coût. On ne paye pas assez cher ces matières premières, donc il n'y a pas d'incitant au niveau de l'industrie à recycler ces matériaux en fin de vie. Et pourquoi les prix sont si bas? Tout simplement parce qu'on ne paye pas tous les coûts. On ne paye pas le coût environnemental, on ne paye pas le coût social de l'extraction de ces minerais. Parlant de levier pour aller vers une société plus durable, on peut insister sur le levier législatif, qui est un levier intéressant, qui permet de forcer les entreprises, par exemple, à avoir plus de transparence via l'étiquetage, de prolonger la durée de vie à travers, par exemple, la garantie des objets, d'assurer une certaine réparabilité. Ça veut dire donner des plans, donner des instructions de réparation. Ça veut dire également avoir une production de pièces de rechange en suffisance pendant une durée de temps relativement longue. Et puis après, bien sûr, la création de différents certificats, de labels aussi différents. On peut parler aussi de taxer moins, par exemple, les opérations de réparation. On peut de lutter contre le fait qu'on parle d'abonnement illimité, hein. Donc, je trouve que c'est aberrant dans notre société de proposer à des gens des services ou des biens de manière illimitée, sachant que nous vivons dans un monde tout à fait limité. Il y a de la législation aussi qui se met en place au niveau européen, mais aussi au niveau de la Belgique contre l'obsolescence programmée. On pense aussi à des outils tels que de nouveaux modèles économiques. Hein, la situation actuelle qui est l'achat continuellement de ces objets. On peut maintenant parler plutôt d'une économie de la fonctionnalité, où on va plutôt acheter un service, on ne va pas acheter l'objet, donc l'objet ne va pas nous appartenir, l'objet sera toujours la propriété de l'industriel. L'industriel sera donc ainsi responsable de cet objet jusqu'à la fin de sa vie de cet objet, donc l'obligation de le récupérer et de le revaloriser. Évidemment, la manière dont on va concevoir les objets dans l'industrie vont changer de manière assez drastique parce qu'on n'aura plus intérêt, l'industrie n'aura plus intérêt à rendre cet objet obsolète vu que le prix payé par le client, par le consommateur, n'est plus sur l'objet lui-même, mais bien sur le service rendu. Donc moins l'industriel aura à intervenir pour réparer l'objet, plus son gain sera élevé, ce qui va permettre de réduire la pression évidemment sur les ressources et l'énergie utilisées. Un autre outil que j'aimerais partager avec vous pour essayer de faire changer un petit peu le système techno-économique dans lequel nous nous trouvons, sachez que chaque fois qu'une société se crée, elle doit rédiger un plan de business, un plan économique, où elle doit répondre à un ensemble de questions que je ne vais pas passer en revue ici. Et voilà. À l'heure actuelle, on demande quel est votre business plan quand on veut créer une activité économique, et c'est la seule chose qu'on vous demande. Je pense qu'il serait positif, et plusieurs chercheurs le proposent, de se dire, non, on va non seulement exiger à cette nouvelle activité économique, cette nouvelle activité industrielle, de répondre bien sûr à son plan de business, mais aussi à parler quels seront son impact, quels seront ses impacts environnementaux. Et donc voilà, poser des questions aussi de manière tout à fait similaire que pour le côté économique, quel va être un petit peu l'impact environnemental de ce nouveau produit ou service. On peut aller également aussi plus loin en posant des questions. Quel va être l'impact social sur les conditions des travailleurs, sur les conditions de la communauté? Et donc voilà, c'est ce qu'on appelle ces trois couches nécessaires du modèle, le modèle économique, le modèle environnemental et le modèle social. Ça devrait être normalement exigé à toute nouvelle activité industrielle, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. On ne se focalise uniquement que sur l'économie. Mais voilà, je vais peut-être conclure mon exposé maintenant en disant que les sciences et technologies, pour moi, elles sont formidables, elles nous permettent de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Mais il faut savoir que ces sciences et technologies ne sont pas neutres, elles ont un impact par rapport à notre environnement, par rapport à notre manière de vivre, par notre manière de regarder la réalité dans laquelle nous nous trouvons. Il est important aussi de retenir pour les personnes qui sont
amoureuse des sciences et technologies, comme je le suis, que la technologie ne peut rien seule. Et donc on ne peut construire un monde, une vision de société que si on s'associe avec des personnes venant de milieux, avec des visions différentes, des visions scientifiques différentes, s'associer avec des économistes, avec des anthropologues, des philosophes, des personnes aussi de terrain. Donc il est hyper important d'avoir une vision la plus large possible par rapport à l'innovation. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver à réfléchir, il faut arriver à faire de la recherche, il faut enseigner. Donc on a un grand rôle, nous, au niveau des universités, à préparer nos jeunes euh, étudiantes et étudiants à avoir cette vision beaucoup plus large de l'activité humaine pour avoir finalement le développement d'une société beaucoup plus durable et soutenable. Alors je voudrais juste partager ici différents livres que j'ai lus et sur lesquels je base un petit peu toute cette présentation, mais aussi des podcasts très intéressants où on peut entendre des émissions sur des sujets, par exemple sur la durabilité des technologies. Donc je vous invite à consulter différentes références si vous voulez aller plus loin dans la réflexion. Et puis n'hésitez pas à me contacter directement si vous avez envie de poursuivre la discussion avec moi. Grand plaisir, à bientôt à tous et à toutes.